Bienvenue à cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on plonge dans un document assez dense, mais vraiment essentiel de l'ANSSI. Oui, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. C'est ça. Le document s'appelle Piloter un projet de supervision de sécurité. Et c'est un guide, ma foi, très opérationnel. Tout à fait. Il explique comment monter un service de détection et puis de réponse aux incidents de sécurité. Notre mission ici, c'est d'aller un peu au-delà du résumé, pour vraiment en extraire la substance. Qu'est-ce que ça implique concrètement, la supervision de sécurité? Mhm. Quelles sont les pièces maîtresses, les écueils aussi à éviter? Et surtout, bon, comment on aborde ça de manière pragmatique sans se noyer? Oui, l'idée c'est pas juste de lister des actions, hein, c'est de comprendre le pourquoi et le comment. Exactement. On pense à l'histoire de Juan, là, ce DSRSSI d'une asso qui, face au rançongiciel, obtient un budget pour tester la supervision sur un périmètre clé. C'est ça le genre de démarche concrète? Oui, c'est ça. Ce guide il donne une feuille de route pour un sujet qui est vital aujourd'hui. Surtout que les menaces cyber, bon, elles évoluent tout le temps. C'est clair. Il s'agit vraiment de passer de la simple surveillance, un peu passive, à une vraie capacité de défense active. Réfléchis. Alors commençons par le commencement, si vous voulez bien. Qu'est-ce que ça veut dire exactement supervision de sécurité, selon l'ANSSI? Alors, la définition qu'il donne est assez complète. C'est l'ensemble des moyens humains, organisationnels, techniques, même financiers, et puis toutes les activités qu'on met en œuvre pour détecter. Et qualifier un incident de sécurité. Le plus tôt possible, bien sûr, sur un périmètre qu'on a défini. D'accord. Et, point important, pour choisir la réaction la plus appropriée. Donc on voit bien, ça va plus loin que la simple détection technique. Oui, l'accent est mis sur qualifier et choisir la réaction. Ça suggère un processus plus intelligent qu'une alerte brute, quoi. Exactement. Mais alors, c'est quoi la différence fondamentale avec la supervision informatique plus classique? Celle qui gère la dispo, les perfs Ah, ça c'est une distinction vraiment cruciale. La supervision informatique, qu'on appelle souvent IT monitoring, elle traite plutôt les anomalies, disons, fonctionnelles d'un SI. genre un disque plein? Voilà, un serveur qui répond mal, un disque qui sature, une appli qui rame, des problèmes souvent liés à l'exploitation, à la performance, à la qualité technique qu'on attend, quoi. D'accord. La supervision de sécurité, elle vise en priorité les événements qui suggèrent Une intentionnalité malveillante. une attaque, quoi. C'est ça. Une tentative d'intrusion, l'exploitation d'une faille, une fuite de données, ou même des actions plus discrètes comme du prépositionnement d'attaquants. C'est vraiment la recherche de l'activité suspecte, anormale, du point de vue sécurité. Même si, concrètement, j'imagine que les frontières peuvent être un peu floues, non? Ah oui, tout à fait. Une saturation disque anormale, par exemple, détectée par l'IT, ça pourrait très bien être la conséquence d'une attaque qui vise à paralyser un service. Exactement, c'est un très bon exemple. Les deux sont intrinsèquement liés et elles peuvent et doivent s'enrichir mutuellement. Hmm. La supervision de sécurité, elle peut repérer des non-conformités techniques qui ont un impact sécurité. Je pense à des configurations dangereuses, des patchs manquants, ce qui relève aussi du respect de la PSSI, la politique de sécurité. Oui, Et inversement, une alerte purement technique, genre une indisponibilité, une saturation, ça peut être un symptôme super précieux pour qualifier un incident de sécurité qui est en cours. donc elles ne peuvent pas fonctionner en silo, en fait. Non, absolument pas. C'est vraiment ça l'important à comprendre. D'ailleurs, le document de l'ANSSI parle d'un écosystème. Qu'est-ce que ça implique, ça, concrètement? Ça implique qu'elle doit s'intégrer et surtout dialoguer avec plusieurs autres fonctions clés dans l'organisation si on veut qu'elle soit performante. Lesquels, par exemple? Alors, d'abord, il y a la gestion opérationnelle des SI. Les équipes IT, quoi. C'est eux qui connaissent le terrain, l'archi, les flux réseau, les procédures normales d'admin. Le contexte? Voilà, le contexte. La supervision a désespérément besoin de ce contexte pour interpréter correctement ce qu'elle détecte. Sans ça, une alerte, ça reste abstrait, c'est juste une ligne dans un log. D'accord. Ensuite, Ensuite, il y a la gouvernance. C'est elle qui fixe le cap, qui alloue les ressources, le budget, le personnel, qui valide la stratégie de sécurité globale, dont la supervision fait partie. Et puis c'est elle qui attend des indicateurs pour voir si c'est efficace. logique. Et les autres acteurs? Il y a aussi le renseignement sur la menace cyber. La CTI, Cyber Threat Intelligence. Ça, c'est crucial. Ah oui. Pourquoi? Parce que cette fonction, elle nourrit la supervision en infos sur les attaquants, leurs méthodes, les traces qu'ils laissent. On parle des indicateurs de compromission, les fameux IOC. Les signatures numériques d'attaque connues. C'est ça. Mais aussi des renseignements plus qualitatifs sur les TTP,
tactique, technique et procédure des groupes d'attaquants. Ces infos sont vitales pour créer des règles de détection qui soient vraiment pertinentes et pas juste génériques. Mhm. Et enfin, évidemment, il y a la réponse à incident. C'est la supervision qui déclenche leur intervention quand un incident est confirmé. Elle leur fournit les premiers éléments. Et inversement, j'imagine. Exactement. L'équipe de réponse peut demander à la supervision de chercher des traces spécifiques ou de surveiller un périmètre particulier après une remédiation. Ce dialogue est fondamental. C'est une vraie toile d'interaction, en fait. Sans cette collaboration, on risque d'avoir un système de supervision un peu aveugle ou qui tourne à vide. C'est tout à fait ça. Bon, passons maintenant aux briques qui la constituent, concrètement. Oui. Le document détaille les composantes essentielles. Par quoi on commence? L'humain, peut-être? Ah, Ça semble central dans le guide. ah oui, absolument. Et c'est un point fort du guide, je trouve. Au cœur du dispositif, on a les analystes de sécurité. D'accord. Et leur rôle, attention, c'est bien plus complexe que juste trier des alertes qui remontent d'un outil. Ils doivent vérifier, investiguer, souvent en corrélant des infos de sources très variées. Qualifier la menace. Voilà. Qualifier la nature, la gravité d'un incident potentiel. Et aussi, ils participent à l'amélioration continue du système, notamment en affinant les règles de détection pour réduire le bruit, quoi. C'est un métier qui demande une sacrée expertise alors. Oui, une forte expertise, une bonne connaissance du contexte de l'organisation et qui, disons-le, résiste encore pas mal à l'automatisation complète aujourd'hui. Toutes les autres briques, elles sont là pour les outiller, les soutenir. Et ces analystes, ils travaillent sur quoi? Quelle est leur matière première? Les fameuses données de supervision, j'imagine. Le guide insiste beaucoup là-dessus, non? Ah oui, c'est fondamental. Si les données sont de mauvaise qualité, l'analyse sera forcément erronée ou incomplète. Le document met bien en avant plusieurs critères pour ces données. Lesquelles? Elles doivent être significatives, c'est-à-dire qu'elles doivent vraiment représenter l'activité du SI qu'on cherche à protéger. Logique. Elles doivent être pertinentes, collectées aux bons endroits, en fonction des risques qu'on a identifiés, des scénarios qu'on redoute. Ça sert à rien de noyer les analystes sous des tonnes de logs sans valeur pour la détection. Faut choisir. Faut choisir, exactement. Elles doivent être diversifiées. Il faut croiser les sources logs. Système, réseau, applicatif, les logs de sécurité type antivirus, EDR, pour pouvoir recouper les infos et avoir une vision plus complète pendant une investigation. Ce qui implique de les normaliser, j'imagine. Oui, souvent, il y a une étape de normalisation pour pouvoir les comparer. Et enfin, idéalement, elles sont enrichies. C'est-à-dire? On peut y ajouter du contexte. Par exemple, la géolocalisation d'une adresse IP, la réputation d'un nom de domaine. On peut aussi agréger des événements répétitifs pour que ce soit plus lisible, ou filtrer le bruit évident dès le départ. D'accord. Mais collecter toutes ces données pertinentes, ça ne doit pas se faire au pif, j'imagine. Comment on s'assure qu'on collecte ce qu'il faut et qu'on sait quoi en faire après? C'est là qu'intervient la stratégie de supervision. C'est un document clé, interne, évolutif, Qui définit quoi, en gros? qui fait le lien entre les objectifs de sécurité fixés par la gouvernance, quels risques on veut couvrir en priorité, quel type d'attaque on redoute le plus, et les données nécessaires pour détecter ces menaces. Quelle source? Quel format? Combien de temps on les garde? Exactement. Et aussi, quelles règles de détection on va implémenter dans les outils pour les repérer. Et cette stratégie, elle précise aussi l'organisation, les moyens, comment les processus vont tourner. Et elle doit bien sûr être alignée sur l'analyse de risque du SI. Et pour que ça tourne au quotidien, il faut des processus clairs et des règles bien définies, j'imagine. Tout à fait. Le guide propose même une cartographie des processus métiers essentiels. Comme quoi, par exemple? La gestion du cycle de vie des règles de détection. Comment on les crée, on les teste, on les déploie, on les maintient. La gestion des sources de données aussi. L'analyse des alertes en temps réel, bien sûr, mais aussi l'analyse a posteriori. La chasse, le threat hunting. C'est ça, le threat hunting. La qualification fine des incidents, le reporting. Et puis, il y a aussi les processus support, pour maintenir le système de supervision lui-même en état de marche. Et les règles, alors? Pour les règles, on en distingue deux types principaux. D'abord, les règles de gestion, c'est le comment on travaille. Qui fait quoi quand on escalade une alerte? Comment on documente une investigation? L'organisation du travail. Voilà. Et ensuite, les règles de détection. Ça, c'est la traduction technique de la stratégie. C'est elles qui vont scruter les données à la recherche de motifs suspects. Et c'est là que ça devient compliqué, non? Minimiser les faux positifs, les faux négatifs. Exactement. Concevoir et maintenir ces règles pour qu'elles soient vraiment efficaces dans le contexte spécifique de l'organisation, sans générer trop de bruit, mais sans rien rater d'important. C'est sans doute là que réside une grande partie de l'art et de la difficulté de la supervision. Bon, il nous reste la partie techno, là. Le SI de supervision lui-même.
sans faire une liste à l'après-vert, de quoi on parle comme outil? Oui, l'outillage technique forme un ensemble assez cohérent en général. On trouve typiquement des collecteurs pour rapatrier les logs et les événements de manière fiable depuis toutes les sources. Ok. Des capteurs un peu plus intelligents comme les sondes réseau, les IDS NDS ou les EDR sur les postes et les serveurs. Eux, ils font une première analyse locale et génèrent des alertes déjà un peu plus qualifiées. D'accord. Ensuite, des briques centrales de traitement pour normaliser les données, les filtrer et les enrichir avec du contexte, comme on disait. Et le cœur du système? Le cœur, c'est souvent un outil d'analyse de type SIEM, Security Information and Event Management. C'est lui qui permet de stocker, d'indexer, de corréler les événements qui viennent de partout, d'appliquer les règles de détection complexes et de visualiser les résultats pour les analystes. Indispensable, j'imagine. Oui. Et à côté de ça, il faut un outil de gestion de cas, un ticketing, pour suivre le traitement des alertes et des incidents. C'est essentiel pour l'organisation du travail. Et d'autres outils peut-être? Oui, il y a aussi des outils de support, un référentiel pour les règles de détection, une base de connaissances pour les analystes, parfois une sandbox pour analyser des fichiers suspects en environnement isolé. C'est une sacrée architecture quand même. Ça peut vite devenir complexe tout ça. Bah oui, mais ce qui est intéressant, c'est que le guide insiste aussi beaucoup sur le fait qu'on peut, et qu'on doit souvent, démarrer plus modestement. Ah bon? Oui, en exploitant d'abord ce qui existe déjà. Les logs d'un antivirus, d'un pare-feu. C'est déjà une source d'information. Ok, donc pas besoin de viser l'usine à gaz tout de suite. Non, surtout pas. Mettre tout ça en musique, ça semble quand même ambitieux. D'ailleurs, le document de l'ANSSI est très lucide sur les difficultés, les enjeux comme il les appelle. Quels sont les défis majeurs à avoir en tête quand on se lance là-dedans? Effectivement, le guide ne cache rien de la complexité et des nombreux défis. Sur le plan humain, le risque numéro 1, c'est probablement la fatigue liée aux alertes. L'alerte fatigue. Ah oui, le déluge d'alertes inutiles. C'est ça. Le traitement répétitif de milliers de faux positifs, ça use les analystes. Ça entraîne une baisse de vigilance, de la démotivation. Et ça augmente dramatiquement le risque de passer à côté du vrai incident, celui qui compte. Je vois. Il faut aussi faire attention aux biais cognitifs qui peuvent affecter le jugement des analystes, le biais de confirmation, l'excès de confiance. Et un point essentiel, souvent oublié, savoir reconnaître et valoriser les succès de l'équipe. Parce que la plupart du temps, ils traitent du bruit. Le management doit être vraiment adapté à ça. C'est ce que souligne l'exemple de Delphine, là, cette consultante citée dans le guide. Elle dit bien qu'une mauvaise qualité des données en amont, ça se traduit direct par un épuisement des équipes face aux faux positifs. Exactement. Le lien est direct. La qualité technique impacte directement le bien-être et l'efficacité humaine. C'est indissociable. Et au niveau métier, quels sont les enjeux? Alors, au niveau métier, un des enjeux majeurs, c'est de maîtriser les volumes. D'abord, le volume de données. Il faut être sélectif, pertinent, sinon on se noie littéralement. On l'a dit. Ensuite, le volume d'incidents réels. S'il est trop élevé, ça peut indiquer un problème plus profond de maturité du SI qu'on supervise. Ça peut être un symptôme. Un signal faible, en quelque sorte. Voilà. Et surtout, maîtriser le volume de faux positifs. Ça demande un effort constant d'adaptation des règles au contexte local. C'est un travail continu. Et la collaboration? Oui, un autre enjeu métier clé, c'est la fluidité de la collaboration avec tout l'écosystème. La DSI, la CTI, la réponse à incident. L'exemple d'Indra dans le guide est intéressant. Qu'est-ce qui fait Indra? Il confie l'exploitation technique des outils à la DSI pour que ses propres analystes puissent vraiment se concentrer sur la détection, sur leur cœur de métier. C'est une réponse organisationnelle possible à ce défi de collaboration et de charge de travail. Malin. Et quid des risques cyberspécifiques à la supervision elle-même? On pense moins souvent à sécuriser le superviseur. Ah, ça c'est un point critique et parfois un peu sous-estimé. Il faut absolument sécuriser le SI de superviser lui-même. Pourquoi donc? Parce qu'il concentre des données très sensibles et des accès qui peuvent être étendus sur le SI supervisé. Du coup, il devient une cible hyper attractive pour un attaquant. Logique, s'il le compromet. L'attaquant peut aveugler la détection, la rendre inopérante, ou pire, l'utiliser comme un pivot pour rebondir ailleurs. Il faut aussi maîtriser les risques de propagation. C'est-à-dire? Un agent de collecte qui est compromis sur un serveur, est-ce qu'il peut infecter le SIEM central? Et inversement, un SIEM compromis, est-ce qu'il peut être utilisé pour pousser des actions malveillantes sur le SI qu'il est censé protéger? C'est des questions à se poser. Et la mutualisation, si on utilise le même SIEM pour plusieurs clients ou entités? Oui, la mutualisation, ça pose des défis spécifiques de cloisonnement très stricts. Il faut éviter les fuites d'infos ou les propagations entre clients ou périmètres,
tout en essayant de bénéficier des économies d'échelle. C'est un équilibre délicat. Sans oublier, imagine les enjeux plus stratégiques. Oui, comme éviter le faux sentiment de sécurité, on a un SIEM, c'est bon, on est protégé, ou réussir à justifier les investissements pour l'amélioration continue, ce qui n'est pas toujours évident. Et les enjeux de projet pur, gérer le fameux triptyque coût-qualité-délai sur le long terme, en acceptant que la montée en compétence des équipes, ça prend du temps. On n'est pas opérationnel à 100% jour 1. Exactement. C'est une construction dans la durée. Bon, face à cette montagne de défis, c'est un peu décourageant, non? Quelles sont les recommandations phares qu'on peut retenir du guide pour justement augmenter ses chances de succès? C'est quoi la philosophie générale? Alors, la philosophie qui ressort très clairement, c'est celle du pragmatisme et de la progressivité. Vraiment. Plutôt qu'un Big Bang technologique où on achète tout d'un coup, Oui, l'ANSSI préconise une approche itérative, réaliste, pas à pas. Plusieurs recommandations clés illustrent bien ça. par exemple. R1. Connaître le SI à superviser. C'est le prérequis absolu. Pas juste l'inventaire technique, mais aussi les risques spécifiques, l'architecture réelle, comment ça fonctionne vraiment, les usages, les méthodes d'admin. Sans cette connaissance, la détection reste générique et donc peu efficace. D'accord. La connaissance avant tout. R2. Préparer le SI. Ça, c'est un point un peu contre-intuitif parfois. Il est souvent plus rentable d'améliorer d'abord la sécurité de base du SI, l'hygiène informatique, la gestion des patchs, le durcissement des configs, avant de vouloir le superviser de manière très avancée. Pourquoi ça? Parce que superviser un SI qui est une passoire et qu'on maîtrise mal, c'est un puits sans fond, c'est inefficace et épuisant. Logique. Ensuite? R3 et R7. Commencer petit et progresser par étapes. Ça, c'est martelé dans le guide. Utilisez d'abord ce qu'on a déjà. Les logs des équipements de sécurité, la journalisation Windows ou Linux. Les bases. Voilà. Mettre en place les processus de base avec ses moyens, avant d'investir massivement dans un SIEM dernier cri. Et ensuite, monter en maturité graduellement, sur les processus, les outils, les compétences de l'équipe et le périmètre qu'on couvre. Une approche par cercle concentrique, en quelque sorte? On peut voir ça comme ça, oui. R6. Être frugal avec les données. La collecte massive et indifférenciée, c'est une erreur fréquente, qui coûte cher et noie les analystes. Donc collecter intelligemment. Exactement. Choisir les sources pertinentes pour les scénarios qu'on redoute. Paramétrer le bon niveau de détail des logs, pas trop peu. Filtrer le bruit à la source si c'est possible. Et adapter la durée de rétention aux besoins réels d'investigation, pas juste au cas où, pour archiver pendant des années. Ok. D'autres points clés? Oui, R5R. Se concentrer initialement sur les postes de travail. C'est souvent par là qu'arrivent les attaques les plus courantes. Le phishing, les rançongiciels. Assurer une bonne hygiène sur les postes et bien exploiter les alertes des antivirus ou EDR existants, c'est souvent une première étape très rentable avant d'aller superviser des zones plus complexes comme les serveurs critiques ou l'Active Directory. Commencer par le plus exposé, en somme. Voilà. Et enfin, R9 et R10. Gérer l'incertitude et cultiver la confiance. La supervision, ça ne donne jamais une certitude absolue à 100%. Il faut tester régulièrement son efficacité. Comment? Via des tests automatisés, des exercices type Red Team où on simule des attaques. Et puis, point crucial, il faut bâtir une relation de confiance avec les autres équipes, la DSI, les métiers, la gouvernance. Par la transparence. Oui, par la transparence, la clarté des rôles et des responsabilités, et un reporting qui soit honnête, pertinent et qui montre la valeur ajoutée. On retient donc une approche très terre-à-terre, en fait. Connaissance, pragmatisme, itération. On est loin de l'idée qu'il suffirait d'acheter l'outil le plus cher du marché pour être protégé. Ah oui, très loin. C'est vraiment pas ça le message du guide. Mais aussi des processus rigoureux et surtout, une expertise humaine pointue et bien gérée. Tout à fait. C'est un investissement dans la durée, un effort constant d'adaptation. Une capacité qui se mûrit avec le temps donc, en naviguant activement entre tous ces défis. Technique, humain, organisationnel, cyber. Exactement. Et il faut toujours garder en tête l'objectif ultime, protéger efficacement le système d'information contre des adversaires qui, eux, s'adaptent en permanence. Et pour ça, il faut s'appuyer sur une compréhension fine de son propre environnement et des menaces qui le visent spécifiquement. Le guide est logiquement très axé sur la détection de l'activité malveillante, de l'attaque. C'est normal. Oui. Mais on peut se demander, dans quelle mesure une supervision bien conçue, avec la richesse des données qu'elle collecte et les capacités d'analyse qu'elle développe,
Est-ce qu'elle ne pourrait pas aussi être utilisée de manière plus proactive? C'est-à-dire? Pour identifier peut-être des failles structurelles, des erreurs de configuration dangereuses, ou même des usages internes un peu à risque, qui ne sont pas malveillants au départ, mais qui préparent le terrain pour de futurs incidents. C'est une piste intéressante, effectivement. Utiliser la supervision aussi pour l'amélioration continue de la posture de sécurité, pas seulement pour la réaction à l'attaque. Voilà, une piste pour intégrer ça encore davantage dans une démarche globale. Une approche plus hygiéniste, en quelque sorte. C'est une bonne réflexion. Voilà qui conclut notre analyse approfondie du guide ANSSI sur le pilotage de la supervision de sécurité. Merci de nous avoir écoutés.